Le souffle coupé, le cœur qui bat à tout rompre. C'est une claque émotionnelle brute, une descente aux enfers dont on ne ressort pas indemne. Que ce soit en livre audio ou en livre papier, ce livre est extraordinaire. Il s'agit de Phèdre, écrit par Jean Racine. C'est une plongée vertigineuse dans les ténèbres de l'âme humaine, un combat perdu d'avance contre une passion destructrice et incontrôlable. Foudroyant. Au centre de tout, Phèdre, la reine d'Athènes. On est immédiatement jeté dans un palais étouffant, face à une femme décharnée qui se laisse littéralement mourir de faim pour emporter un secret inavouable dans la tombe. Une reine obsédée par la pureté, mais qui va délibérément s'enfoncer dans le crime le plus absolu pour tenter de rester vertueuse. C'est complètement fou d'imaginer ça, n'est-ce pas? Un royaume entier est suspendu à ses lèvres et une famille puissante est sur le point d'être pulvérisée par un seul et unique mot. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre l'anatomie de cette destruction. Comment cette mécanique implacable se met en place. Et pourquoi ce récit continue d'être, en fait, le thriller psychologique ultime? Exactement. Et pour bien saisir l'ampleur de ce désastre intime, il faut d'abord remonter à l'histoire avant l'histoire. Ouais, Phèdre, c'est pas simplement une femme qui tombe amoureuse de la mauvaise personne un beau matin. Elle porte sur ses épaules un poids écrasant. un héritage maudit, carrément. Voilà. Dans cet univers mythologique, la vengeance est un art très cruel. Le grand-père de Phèdre, le dieu soleil, a eu la très mauvaise idée de dénoncer publiquement les amours secrètes de la déesse Vénus avec le dieu de la guerre. Avec Mars, ouais. C'est ça. Et Vénus, humiliée, elle décide de se venger. Mais de manière super insidieuse. Elle frappe toute la descendance du soleil. Donc, attends, si on résume la situation. Vénus est affichée publiquement et en retour, elle invente carrément le concept de traumatisme intergénérationnel. C'est quand même la pierre drama queen de l'histoire des dieux. Ah mais c'est totalement ça, une rancune immortelle. Et d'ailleurs, la première victime de cette vengeance, c'est Pasiphaë, la propre mère de Phèdre. Ah oui, l'histoire avec le taureau. Exactement. Consumée par une passion contre nature pour un taureau blanc, ce qui a donné naissance au fameux Minotaure. C'est avec ce sang-là, cet héritage empoisonné dans les veines, que Phèdre vient au monde. C'est lourd à porter. Très lourd. Mais au-delà de l'anecdote mythologique, c'est la dimension philosophique de l'auteur qui donne toute l'épaisseur au récit. Il était profondément imprégné par le jansénisme, tu sais. Oui, ce courant du XVIIe siècle, très axé sur l'idée de prédestination, c'est ça? C'est tout à fait ça. L'idée que l'être humain n'est corrompu. Quoi qu'il fasse, il est condamné d'avance si la grâce divine lui fait défaut. Mais attends, c'est un point crucial qui mérite qu'on s'y arrête 2 secondes. Si elle est condamnée par les dieux dès sa naissance, est-ce qu'elle possède seulement un libre arbitre? C'est la grande question. Ou est-ce que cette malédiction divine, c'est au fond juste une excuse très pratique pour justifier des pulsions qu'elle n'arrive pas à contrôler? C'est la tension magistrale de toute cette histoire. Phèdre, c'est pas un robot privé de conscience. Elle a une boussole morale extrêmement affûtée. Elle est ce qu'elle ressent. Une honte viscérale, oui. L'amour ici, ça n'a absolument rien du sentiment romantique tel qu'on l'imagine. C'est une maladie foudroyante, une fièvre. Une brûlure physique. Exactement. Une brûlure insoutenable qui calcine la raison. Le monstre, il est plus enfermé dans un labyrinthe de pierre, comme le Minotaure. Il est tapi à l'intérieur de son propre esprit. Et elle se bat contre lui avec l'énergie du désespoir. Et alors le comble de l'ironie, ça se trouve dans son mariage. Parce que Phèdre est l'épouse du grand roi Thésée, le tueur de monstres par excellence. C'est lui qui a massacré le Minotaure. Son demi-frère, donc. Voilà. Pourtant, c'est pas pour ce héros invincible qu'elle se consume en secret. C'est pour Hippolyte. Le fils de Thésée? Oui, le fils que Thésée a eu avec une Amazone. On parle de son propre beau-fils. L'ombre suffocante de l'inceste plane sur chaque regard. C'est étouffant. Et c'est là qu'on touche à un mécanisme psychologique vraiment universel. La mécanique de l'autosabotage et de la culpabilité toxique. Même sans avoir de Dieu dans notre arbre généalogique. C'est ça. Cette façon de refouler un secret inavouable jusqu'à ce qu'il détruise absolument tout, ça résonne profondément quand on lit ça. Phèdre a tout essayé. Elle a joué la belle-mère cruelle, elle a exigé que Thésée exile ce beau-fils qu'elle prétendait haïr, juste pour plus le voir. Loin des yeux, loin du cœur, en théorie. En théorie. Elle a fait bâtir des temples, elle a offert des sacrifices. Et rien. En vain. Ne trouvant aucune échappatoire à cette torture, elle finit par choisir le silence définitif. Elle s'enferme dans ses appartements à Trézène, bien décidée à se laisser mourir de faim.
juste pour préserver une façade de pureté. Très zen d'ailleurs, c'est fascinant comme décor. Ça fonctionne comme une véritable prison dorée. Une cocotte minute? Complètement. Une seule action, un seul jour, un seul lieu. Cette contrainte formelle, elle te prend à la gorge. Tout le monde étouffe là-dedans. À commencer par Hippolyte lui-même. Hyper intéressant, c'est que lui aussi a un secret qu'il ronge. Tout à fait. On a souvent tendance à se focaliser uniquement sur la transgression de Phèdre, mais Hippolyte est lui-même en pleine infraction. Il est tombé follement amoureux d'Aricie. Or, Aricie, c'est la dernière survivante de la famille des Palantides, un clan ennemi que Thésée a impitoyablement massacré pour prendre le trône. Et Thésée a été très clair là-dessus, Aricie est assignée à résidence. Il lui est formellement interdit de se marier ou d'avoir des enfants. La lignée en ennemi doit s'éteindre avec elle, donc l'amour est illégal pour tout le monde sous ce toit. Hippolyte se considère carrément comme un traître envers son propre père, simplement parce qu'il éprouve des sentiments. On a donc une belle-mère et un beau-fils complètement paralysés, pris au piège de désirs interdits, évoluant dans un climat hyper anxiogène où le moindre mot peut déclencher l'apocalypse. Et l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres, c'est pas une confrontation, c'est une rumeur. Une nouvelle dévastatrice. Le roi Thésée aurait péri lors de son lointain voyage. Au-delà du séisme politique que ça représente, c'est le déclencheur psychologique absolu de toute cette tragédie. C'est un bouleversement vertigineux de l'échiquier mental, oui. Pourquoi? Parce que la mort supposée du mari efface soudainement l'adultère. L'interdit moral majeur saute. D'un seul coup. C'est l'illusion brutale qu'une issue est enfin possible, que le destin dessert son étau, quoi. Et la nourrice de Phèdre, Œnone, sa grande confidente, elle s'empare immédiatement de cette rumeur pour arracher sa maîtresse à sa grève de la faim. Elle déploie une logique implacable. Une logique politique redoutable. Elle lui dit en gros, le roi est mort, votre fils a besoin d'alliés pour accéder au trône, vous devez vous unir à Hippolyte pour garantir la succession. Et c'est cette rationalisation parfaite qui donne à Phèdre l'autorisation intime de reprendre goût à la vie, ce qui nous mène droit vers la scène la plus viscérale du récit. La scène de l'aveu? Quand Phèdre parvient enfin à se retrouver seul avec Hippolyte, on s'attendrait presque à un grand discours romantique. Mais alors pas du tout. C'est un dérapage incontrôlé, c'est presque pathétique. Elle commence par aborder l'avenir politique de son jeune fils, puis la mémoire de Thésée. Et là, la passion refoulée déborde. Ces mots glissent complètement, elle décrit le courage de Thésée affrontant le Minotaure, et petit à petit, le masque tombe. On comprend très vite, et Hippolyte aussi d'ailleurs, que le portrait qu'elle dresse, c'est plus celui du vieux roi, c'est celui du jeune prince qui se tient juste devant elle. Elle lui lance avec une violence inouïe que s'il avait été là, c'est lui qui aurait vaincu le monstre, et qu'elle l'aurait suivi, lui, sans hésiter dans le labyrinthe. La maîtrise poétique de ce moment est phénoménale. Les mots claquent comme des avertissements. Et la réaction d'Hippolyte, c'est fondamental pour comprendre la mécanique du désastre qui va suivre. Hippolyte, c'est un jeune homme d'une droiture inflexible, presque rigide dans sa volonté de pureté. Face à cette explosion de désir incandescent de la part de l'épouse de son père, son sang se glace. Il n'éprouve aucune empathie à ce moment-là. Aucune. Il est pétrifié par la stupeur et un dégoût absolu. Il cherche à fuir physiquement la pièce. Il est incapable de soutenir le regard de cette femme qui vient de briser le tabou ultime. Et la honte s'abat alors sur Phèdre avec une force destructrice. Elle perçoit ce rejet brutal et l'humiliation est totale. Elle peut plus effacer ce qui vient d'être dit. Le mal est fait. Dans un geste de désespoir absolu, presque animal, elle se précipite sur lui. Elle lui arrache l'épée qu'il porte au côté et la retourne contre elle-même. Elle le supplie de la frapper, de punir ce monstre effroyable qu'elle est devenue à ses propres yeux. C'est d'une intensité physique incroyable, et sans l'intervention de la nourrice Œnone, qui surgit de nulle part pour lui arracher l'arme, le drame s'arrêtait là, dans une mare de sang. Sauf que le génie dramatique veut que le répit ne dure qu'un instant. C'est la loi cruelle de cette narration. Au moment exact où tu te dis que les choses peuvent pas empirer, la mécanique passe à la vitesse supérieure. La rumeur était fausse. Thésée n'est pas mort. Le roi est de retour au palais. L'incarnation vivante de l'ordre de la loi paternelle et du châtiment patriarcal surgit au moment précis où tout a été détruit de manière irrémédiable. La panique collective est totale. L'air devient instantanément irrespirable. Thésée, lui, il s'attendait à des célébrations, à la joie des retrouvailles, normal. À la place, il découvre un palais fuyant, des serviteurs qui baissent les yeux. Une épouse qui recule d'effroi à son approche.
et un fils qui demande l'exil immédiat sans fournir la moindre explication. D'un point de vue psychologique, c'est le point de rupture absolu. La symbolique est hyper puissante. Thésée a la réputation d'être descendu jusqu'aux enfers. Et bien qu'il en soit revenu, il ramène véritablement le chaos et les ténèbres avec lui à la surface. L'harmonie artificielle est anéantie en une seconde. Et le contraste entre les réactions de Phèdre et d'Hippolyte est fascinant. Phèdre est plongée dans une paranoïa totale. Elle est persuadée que son secret est déjà découvert, que son honneur n'est plus qu'un champ de ruines. Et de l'autre côté, Hippolyte est totalement paralysé par sa propre droiture. Il possède la vérité, il sait que la faute incombe à Phèdre. Mais comment dénoncer la femme de son père sans briser le cœur et la fierté de ce héros qu'il admire plus que tout ? C'est le dilemme tragique par excellence. Et il choisit la noblesse du silence. Sauf que le silence, dans une ambiance aussi toxique, c'est mortel. Et ce vide laissé par le mutisme d'Hippolyte va être immédiatement comblé par l'engrenage de la calomnie. Et c'est là, à cet instant précis, qu'Hénone prend toute son envergure terrifiante. Une simple nourrice de l'ombre qui devient brusquement l'architecte de l'horreur. Pourquoi elle bascule comme ça ? Parce qu'elle est animée par une psychologie de la survie, une dévotion maternelle qui est totalement toxique. Elle a élevé Phèdre, leur relation est fusionnelle. Elle ferait n'importe quoi pour elle. N'importe quoi. Lorsqu'elle voit sa maîtresse au bord du suicide, terrassée par la terreur d'être démasquée par Thésée, la morale n'a plus aucune espèce d'importance pour Hénone. Si Hippolyte se tait, elle va parler pour combler ce silence. Elle se précipite vers Thésée et elle manipule la réalité avec un cynisme effroyable. Elle inverse totalement les rôles. Elle accuse le pur Hippolyte d'avoir voulu violenter sa belle-mère. Pire encore, elle utilise l'épée que Phèdre lui avait arrachée dans un geste suicidaire comme prétendue preuve irréfutable de l'agression. L'épée devient la fausse preuve parfaite. Thésée, ce justicier colérique, se retrouve avec l'arme du crime en main. Le silence vertueux d'Hippolyte vient de creuser sa propre tombe. Quand le face-à-face éclate enfin entre le père et le fils, la fureur aveugle rend Thésée complètement sourd à la raison. Il y a d'ailleurs une ironie tragique là-dedans. Thésée, célèbre pour ses innombrables conquêtes et ses trahisons, condamne sans appel sa femme et son fils sur une simple présomption. Hippolyte refuse obstinément de salir Phèdre. Il se défend hyper maladroitement. Son seul argument, formulé dans un murmure, c'est d'avouer son amour interdit pour Aricie. Il espère naïvement que l'aveu d'un autre délit prouvera son innocence concernant l'inceste. Mais l'effet produit est l'inverse exact. Thésée est profondément blessé dans son orgueil. L'idée que l'on ait pu s'attaquer à ce qui lui appartient le rend fou. Face à la sincérité brutale de l'aveu d'Hippolyte, il n'y voit qu'un mensonge grossier. Une couverture pathétique inventée à la hâte. C'est l'illustration parfaite de l'échec de la communication. La vérité pure, lorsqu'elle tente de se frayer un chemin à travers un esprit déjà gangréné par le doute, elle devient totalement inaudible. Alors que la calomnie de None, elle, était millimétrée pour raisonner avec les insécurités du roi. Et la colère pousse Thésée à commettre l'irréparable, le point de non-retour absolu. Il ne se limite pas à chasser son fils. Il lève les mains vers le ciel et fait appel au dieu des mers, Neptune, qui lui doit une faveur inconditionnelle. Il exige le châtiment suprême pour son propre enfant. C'est une mise en garde intemporelle sur le pouvoir destructeur de la parole prononcée par les puissants. Surtout sous le coup de l'émotion aveugle. Quand tu as une force de frappe divine, tes mots déclenchent un engrenage impossible à stopper. Dès que cette malédiction quitte les lèvres de Thésée, le destin d'Hippolyte est vitrifié. L'homme déchaîne une brutalité qui le dépasse. Et ça annonce un changement radical d'atmosphère. Le récit opère une bascule spectaculaire. On quitte les intrigues étouffantes du palais pour se retrouver soudain sur le rivage. Hippolyte s'enfuit en exil. Accompagné de la fidèle Aricie qui a tout deviné. Mais la nature semble elle-même se retourner contre eux. Le ciel, jusqu'alors serein, s'obscurcit violemment. L'air devient lourd. Une voix sourde commence à gronder au large. La mer bouillonne de fureur. La menace invisible prend corps. La matérialisation est le mot juste. Depuis le début, le récit nous confronte à des monstres, mais ils étaient tous psychologiques. La passion charnelle dévorante, le mensonge venimeux. La jalousie féroce de Phèdre et l'orgueil meurtrier de Thésée, c'étaient des difformités de l'âme humaine. Mais ici, en réponse à la demande irréfléchie du père, l'horreur se métamorphose en une menace bien réelle. Un véritable monstre, écailleux, titanesque, surgit littéralement des flots en furie. La violence de la scène est d'une puissance mythologique hallucinante. Ce monstre à cornes, poussant des hurlements à glacer le sang, provoque la panique absolue.
Les chevaux d'Hippolyte, d'ordinaire si courageux, sont terrorisés. Ils échappent à tout contrôle. Ils se cabrent, bouvingsent le char en 1000 morceaux et entraînent le jeune prince dans une course folle. Hippolyte affronte l'abomination avec une bravoure inouïe. Mais la cruauté du destin est totale. Ce n'est pas le monstre qui l'achève. Il est mis en pièces, traîné sur les rochers acérés par ses propres chevaux devenus fous. L'innocence absolue est physiquement broyée sous le poids conjugué de la calomnie et de la colère divine. Et pendant que ce carnage indescriptible se déroule sur le sable de la plage, un compte à rebours tout aussi glaçant s'égrène dans l'ombre du palais. Le destin a frappé à l'extérieur, mais l'onde de choc va dévaster ceux qui restent à l'intérieur. Le suspense est à son comble. Car Phèdre sait. Elle sait qu'Aricie est aimée. Elle sait, avec une lucidité effrayante, que le monstre d'égoïsme et de silence qu'elle a nourri a condamné un pur innocent. Elle est rongée par une culpabilité si acide qu'elle lui consume l'esprit. Elle est complètement acculée. Et pour échapper à cette agonie, elle tient fermement entre ses mains un poison rapporté d'Orient. Un venin redoutable qu'elle a méticuleusement choisi. Trouvera-t-elle le sursaut de dignité nécessaire pour arracher le masque du mensonge face à Thésée avant que ce poison glacé ne fige définitivement la course de son sang? De son côté, Thésée, l'homme qui se croyait infaillible, réalisera-t-il son erreur en observant les silences pesants autour de lui? Réalisera-t-il l'ampleur de son aveuglement avant que le sang innocent de son héritier n'imprègne irrémédiablement les rochers de Trézène? Au-delà de ce dénouement vertigineux, ce qui est peut-être le plus provocateur quand on y repense, c'est de réaliser que Phèdre incarne probablement la toute première anti-héroïne moderne de l'histoire de la littérature. Bien avant l'avalanche des protagonistes moralement ambigus qu'on connaît aujourd'hui, Ces personnages gris qui font le succès de nos fictions contemporaines. Cette reine torturée, pitoyable, égoïste et terrifiante à la fois, elle a posé les fondations du personnage complexe parfait. Elle suscite notre empathie tout en commettant des actes d'une noirceur impardonnable. c'est le reflet parfait de la tragédie inhérente à la condition humaine. Cette recherche désespérée de la lumière tout en étant irrésistiblement attirée et dévorée par nos propres ténèbres. L'illusion du contrôle s'effondre toujours face à une vérité qui exige d'être révélée. C'est une claque monumentale. Le face-à-face féroce entre la volonté d'un individu, l'accumulation de ses erreurs, et le silence de plomb des dieux. C'est une descente aux enfers qui n'attend que d'être écoutée ou lue jusqu'à la dernière ligne pour dévoiler l'étendue de sa noirceur. Reste simplement à savoir si l'on est prêt à faire face, soi-même, aux monstres silencieux qui dorment à l'intérieur de nous. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.